Bientôt midi, merci d'être avec nous dans le Déj Info sur BFM TV. On est très heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 h. D'abord, ce sera l'un des temps forts de cette journée. L'hommage public à Lola, c'est à 17 h 30 à Fouquereuil, la ville d'origine de son père. Vous entendrez par ailleurs, dans un instant, le témoignage d'un des policiers qui faisait partie de l'équipe qui est intervenue quand les parents de Lola ont signalé sa disparition. Et vous entendrez son témoignage est édifiant. La crise du carburant, les Français peuvent partir confiants en vacances, dit Elisabeth Borne. Vraiment ? On va aller vérifier avec nos équipes sur le terrain. En Grande-Bretagne, la campagne pour succéder à Liz Truss commence aujourd'hui. Un nouveau chef de gouvernement sera désigné au plus tard dans une semaine. Pourquoi la Grande-Bretagne s'enfonce-t-elle un peu plus chaque jour dans la crise? On posera la question à notre correspondante. Et puis la guerre en Ukraine, on s'interroge sur Kherson. La ville sera-t-elle le théâtre d'une grande bataille? À Zaporijjia, Médecins sans frontières a organisé une première évacuation d'urgence de civils. Reportage de nos envoyés spéciaux. De la petite. D'abord ce témoignage donc dans l'affaire Lola, celui d'un des policiers qui faisait partie de l'équipe, qui est intervenu il y a une semaine quand les parents de Lola ont signalé sa disparition. Il est arrivé dans l'immeuble vers 20 h avec une dizaine de collègues. Il raconte les premières heures de l'enquête juste avant l'arrestation de la meurtrière présumée. Maxime Brandschreiter, Audrey Allos. Est interpellé par son... Voici Dabia B. Son comportement psychologique possible. Imaginez deux. Photo de la suspecte, experte auprès de la cour d'appel. Son comportement psychologique n'a pas mis en évidence de péril psychique évident. Elle continuera néanmoins à être interrogée dans les prochains jours. Bonjour Marjorie Sueur, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, criminologue, experte auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. C'est vrai que quand on regarde les photos de la suspecte, on a beaucoup de questions à vous poser. D'abord, on est interpellé par son comportement en garde à vue parce qu'on lui montre des photos, les photos de l'horreur, et ça ne lui fait rien. Comment c'est possible? Tous ses yeux. On connaît encore des difficultés d'approvisionnement d'Elisabeth Borne. L'importance de comprendre le mobile. En fait, on a l'importance de comprendre le mobile. En fait, on a besoin, nous, de comprendre ce qui a pu l'amener à passer à cet acte-là pour comprendre l'incompréhensible et l'imaginable. Merci beaucoup Marjorie Sueur de nous avoir fourni ces explications, enfin d'avoir tenté effectivement, et c'est très compliqué, l'enquête le dira, sur son profil psychologique, d'expliquer comment on bascule dans une telle horreur. Merci à vous. Les vacances à présent, et vous pouvez partir en vacances sans vous poser la question du carburant, semble-t-il. En tout cas, c'est ce que dit Elisabeth Borne. Les chiffres confirme que ça va mieux. Près de 17 % des stations connaissent encore des difficultés d'approvisionnement sur au moins un carburant. Un quart des stations restent en difficulté en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Une fois sur l'autoroute, en revanche, plus de soucis. Reportage de Chloé Barbeau, Alexia Prunier, Margot Sève et Philippine David. Bonjour. Carburant. Et celles de sites de Total Énergie sont encore en grève aujourd'hui. Celui de Gonfreville en Normandie et celui de Fézin, où vous vous trouvez, Angile Wata. Jusqu'à quand la grève va-t-elle durer ? C'est une bonne question parce que effectivement, on voit que la grève est reconduite chaque jour, que les salariés arrivent ici sur le site, finalement sont réquisitionnés, mais se déclarent d'abord grévistes. Et ceux qui avaient site est de sa facture. Patron qui ne savent. Olivier Jouglard, toujours à propos d'énergie, Bruno Le Maire tenait ce matin une réunion pour évoquer les aides aux entreprises accablées par le coût de l'énergie. Le standard de la Confédération des petites et moyennes entreprises est assailli d'appels de patrons qui ne savent pas comment payer leurs factures. 150 000 sociétés sont menacées. Matteo Pasto, Alizé Boissin et Olivier Jouglard. Venir en aide à un plus grand nombre d'entreprises. Et à Bruxelles, les 27 tentent depuis hier de trouver un accord justement sur l'énergie. Ils ont échangé toute la nuit. Mathieu Coache, vous êtes sur place. Alors accord ou pas accord ?
Alors, un peu des deux. Les 27 se sont mis d'accord sur le fait qu'ils devaient trouver un accord. C'est assez typique en fait des négociations à Bruxelles. Ne surtout pas montrer qu'il y a des divergences, et il y en a. Garder un front uni, au moins en façade, et laisser les diplomates travailler en coulisses pour parvenir à Il nous en dira peut-être un peu plus. Merci beaucoup Mathieu. Avec Antoine Soiton en Grande-Bretagne, la campagne pour succéder à Liz Truss commence aujourd'hui. Le Royaume-Uni aura un nouveau chef de gouvernement au plus tard dans une semaine. Liz Truss a été emportée par une crise de confiance à cause de la tempête déclenchée par les annonces budgétaires de son gouvernement sur les marchés. Élise Phillips, vous êtes l'envoyée spéciale de BFM TV à Londres. La Grande-Bretagne s'enfonce un peu plus chaque jour dans la crise. On l'explique comment ? Eh bien, écoutez, en fait, on parle même ici de plusieurs crises qui s'imbriquent et qui s'aggravent depuis maintenant quelques mois. Il y a tout d'abord, évidemment, cette situation politique que vous évoquiez à l'instant, puisqu'avec la démission de Liz Truss hier, le Royaume-Uni va connaître la semaine prochaine son 3e Premier ministre en moins de 4 mois. Liz Truss n'a tenu que 6 petites semaines qui ont été émaillées de polémiques, de départs au sein de ce gouvernement également, qui était donc devenu quasiment ingérable. Et puis, au-delà de cette instabilité politique, ce qui inquiète également les Britanniques, c'est la crise économique. Ici au Royaume-Uni, l'inflation dépasse désormais les 10%. Les prix de l'électricité ont explosé depuis début octobre et une étude a même révélé cette semaine qu'un ménage sur 2 avait été contraint de sauter un repas au cours des derniers mois à cause des difficultés financières. Et en fait, cette inquiétude, on la ressent même ici à Londres, qui est pourtant la capitale, une ville riche. Hier soir, on était en reportage avec Julienne Roland et tous les Britanniques que nous avons rencontrés nous ont expliqué que leur quotidien devenait difficile car les prix, tout devient en fait extrêmement cher ici au Royaume-Uni. La question maintenant, c'est de savoir jusqu'où ira cette déroute. Beaucoup de Britanniques espèrent du changement avec le prochain Premier ministre. Mais sur cette question, rien n'est moins sûr, puisque pour succéder à Liz Truss au 10 Downing Street la semaine prochaine, on évoque déjà le nom de Boris Johnson, alors qu'on le rappelle, ce même Boris Johnson a lui-même été contraint de démissionner en juillet dernier à cause de polémiques et de scandales. Voilà, et on verra effectivement qui est le nouveau chef de gouvernement. Ça devrait intervenir d'ici le milieu de la semaine prochaine. Merci beaucoup, Lise Phillips, avec Gaëtan Malaquin. La guerre en Ukraine à présent et Kherson sera-t-elle le théâtre d'une grande bataille où les Russes tenteront-ils de repasser le fleuve pour éviter d'être encerclés? Kherson est la plus belle prise russe depuis le début de l'invasion. C'était le 24 février dernier. À Zaporijjia, c'est pas très loin, pas loin de la centrale non plus. Médecins sans frontières a d'ores et déjà organisé une évacuation d'urgence de civils, de personnes alitées ou de personnes âgées. Reportage des envoyés spéciaux de BFM TV, Anne-Laure Bance, Clément Gros. Tout doucement. Regarde. Ilia et sa mère en ont vu beaucoup. Espère un jour faire le voyage retour. Il est quasiment 12h20. On va aller voir si vous pouvez vraiment partir confiant sur la route des vacances. Les vacances de la Toussaint, ça commence aujourd'hui. Elisabeth Borne, elle était confiante. Nous allons les vérifier ça avec nos équipes dans un tout petit instant. Sandra, la Drôme et l'Ardèche sont toujours en vigilance orange. Vigilance orange en raison des pluies, oui, qui persistent sur l'Ardèche. En effet, depuis hier, ça s'est intensifié dans le courant de la nuit. On a déjà des bons cumuls sur le département, comme prévu. Et tout cela se décale aussi progressivement vers l'est. Donc la Drôme est impactée aussi. On surveille toujours, évidemment, les cours d'eau. Et tout cela, dans le courant des prochaines heures, va se décaler vraiment vers les Préalpes, vers les Savoies également. Donc des précipitations qui persistent tout au long de la journée. D'ailleurs, la vigilance est toujours en vigueur, on l'a vu. On le voit ici, cette animation des pluies en direct avec ce paquet de pluie, donc là sur le sud-est et puis d'une manière générale sur les frontières de l'Est, un petit peu également en allant vers les Ardennes et ça atteint tout doucement la pointe bretonne. Donc voilà le programme pour cet après-midi. Dans ce flux de sud, on reste toujours malgré tout dans des températures extrêmement douces et puis on a quand même cette poche d'éclaircies là qui s'étend de la façade atlantique du Bordelais en remontant sur l'extrême nord. Alors on va découvrir les températures pour cet après-midi. C'est de la douceur, la masse d'air est toujours rouge ici sur cette image et les températures sont stationnaires avec encore 27 degrés du côté de Toulouse, du côté de Perpignan aussi, 25 à Marseille, 21 à Paris, 17 degrés à Brest. On a le temps de regarder un petit coup d'œil pour le week-end. Petit
petit. Oui. Alors c'est parti. Un coup d'œil pour samedi avec une belle amélioration. Donc ça valait le coup d'œil. Une belle amélioration, le soleil qui revient. Alors on va encore avoir ces précipitations quand même qui vont stagner sur les Alpes du Sud. Un ciel qui se voile en Méditerranée. Ce sera un peu plus nuageux près des côtes de la Manche. Et puis dans l'après-midi, eh bien ça sèche avec le retour de belles éclaircies et des températures stationnaires globalement. Il est 12h30, merci d'être avec nous sur BFM TV. Évidemment, ce qui retient notre attention, c'est les départs en vacances avec la crise du carburant. Les Français peuvent partir confiants, a dit Elisabeth Borne. Vraiment? On va les vérifier avec nos équipes sur le terrain. L'hommage public à Lola à 17h30 à Fouquereuil, c'est le village d'origine de Sampère. Par ailleurs, vous entendrez le témoignage édifiant d'un des policiers qui faisait partie de l'équipe qui était intervenue quand les parents de Lola ont signalé sa disparition. Maxime Branchetter est avec nous. À Bruxelles, les 27 tentent depuis hier soir de trouver un accord sur l'énergie. Ils ont échangé toute la nuit. Emmanuel Macron doit s'exprimer à 13h30. Ce sera à suivre évidemment en direct sur BFM TV. Mais d'abord, les vacances, évidemment. Peut-être que vous avez l'intention de prendre votre véhicule pour vous rendre sur votre lieu de vacances. A priori, le carburant ne devrait pas te poser de problème. C'est ce qu'Elisabeth Borne a dit. Les chiffres le confirment. Près de 17% des stations connaissent encore des difficultés d'approvisionnement sur au moins un carburant. Un quart des stations restent en difficulté en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Et chez vous, Alexis Puyette, vous êtes dans une station d'autoroute à la sortie de Marseille. Est-ce que vous constatez une certaine amélioration ? Oui, il y a une amélioration et la bonne nouvelle, vous voyez... Vous vous demandez peut-être combien vont vous coûter les vacances de la Toussaint. Effectivement, tous les prix s'envolent. Carburant, billets de train et maintenant l'hébergement. Pourtant, les plateformes de réservation en ligne comme Abritel ou Airbnb cartonnent. Omeya Gessoun, Gaëtan Mella, Alfred Orange et Margot Boult. Alors que les parents de Rapport à 2000. d'abord de l'un des aux vacances de la Toussaint de 2019. L'affaire Lola avec le témoignage d'abord de l'un des policiers qui faisait partie de l'équipe qui est intervenue il y a une semaine quand les parents de Lola ont signalé sa disparition. Maxime Branchetter du service police-justice de BFM TV, vous êtes avec nous sur ce plateau. Vous avez pu le rencontrer, ce policier, avec Audrey Allos, et il raconte les premières heures de l'enquête. Il vous a raconté les premières heures de l'enquête. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Eh bien, il nous a raconté comment il est prévenu dès 20h, dès l'instant où la famille de Lola prévient le commissariat, dit qu'il y a quelque chose d'étrange. Il est parmi les premiers à se rendre sur place. Il prend contact avec le père de Lola qui tout de suite lui montre les vidéosurveillance où on voit Lola rentrer dans l'immeuble mais pas ressortir. Tout de suite, il voit qu'il y a quelque chose de grave et il sait que la situation est urgente. Il nous l'explique. Il y a une tension qui est énorme et on le sent bien parce qu'on se dit que le temps, il joue contre nous. Alors évidemment, la tension est très forte parce qu'on parle d'une petite fille, mais elle augmente, hein, c'est ça, cette tension au fur et à mesure de leur enquête et des indices. Bien sûr, au début, vous savez, des disparitions d'enfants, malheureusement, on en signale beaucoup, parfois c'est des fugues. Au début, ils ne sont pas forcément inquiets. Et puis, il y a cette vidéosurveillance, on la voit rentrer et pas ressortir. Il frappe à toutes les portes de l'immeuble, personne ne l'a vu. Il trouve un morceau de scotch et un cutter, jusqu'à un témoin qui leur dit « J'ai croisé une femme dans la rue, elle sortait de cet immeuble avec une grosse valise et elle me parle de trafic d'organes. » Plus ça avance, plus ils avancent dans l'enquête, plus ils sentent que quelque chose de grave s'est passé. Et donc, ils se mettent sur la trace de cette femme avec la valise, avec la malle. Et ils sont en Ile-de-France en train de la chercher quand tout d'un coup, ils entendent un appel fatidique à la radio. Ils nous le racontent aussi. On va recevoir un nouvel appel un peu plus tard. Et Maxime. Ils ont vu ce corps recroquevillé dans la caisse. Et là, ils ont confié effectivement que c'était bien un corps de fillette. Et Maxime, à ce moment-là, en fait, ils ont découvert le corps, mais l'enquête n'est pas terminée parce que la suspecte, elle court toujours. Et imaginez, ils sont sous le choc par ce qu'ils viennent de voir, par cette scène dans cette malle. Mais voilà, c'est pas terminé. Ils doivent déjà geler la scène, faire un périmètre autour pour que la police scientifique puisse travailler et continuer à chercher cette suspecte. Grâce à leurs indices, elle sera arrêtée le lendemain à 7h40. Mais pour eux, ça continue depuis parce que c'est très très dur. Il faut imaginer que quand on raconte ce témoignage, nous, on connaît la fin de l'histoire. Eux, pendant 4 heures, jusqu'à la découverte du corps, ils ont espéré la retrouver vivante. Ils se sont battus pour la retrouver vivante et ça n'a pas marché. C'est quelque chose de très très dur pour eux, c'est ce qu'il nous a raconté aussi. C'est un choc encore. Les policiers comme ils le
cellule psychologique qui a été mise en place pour les aider. Et ils veulent continuer évidemment leur travail de policier comme ils le faisaient avant. Merci beaucoup Maxime Branchetter. Le temps est au recueillement. Par ailleurs, aujourd'hui, un hommage public à Lola est prévu cet après-midi à 17h30 à Fouquereuil. C'est le village d'origine de son père. Ses obsèques auront lieu lundi en début d'après-midi à Lillers. Benoît Ballet, Julie Poncé. Rien de probant au final. Par le maire. Et donc, d'un bâtiment qui en fait plusieurs centaines. Les gens sont... Et donc, toute forme de récupération politique. À Bruxelles, les 27 tentent toujours de trouver un accord sur l'énergie. Ils ont échangé toute la nuit. Rien de probant au final. Ils en sont quasiment au même point qu'après le sommet informel de Prague. C'était au début du mois. Un mandat a été redonné à la Commission européenne pour avancer concrètement sur des objectifs. L'économie. Quand même, Emmanuel, on se demandait ce matin, mais pourquoi l'Allemagne bloque le plafonnement des prix du gaz? Parce que nous, on est pour, la France, l'Allemagne ne veut pas. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs étages finalement dans ce refus ou dans ce scepticisme allemand. Première chose, c'est 15 États européens qui proposent début octobre un plafonnement des prix des importations européennes de gaz. L'idée, elle est simple, c'est que l'Europe veut tenter d'imposer à ses fournisseurs ces prix plafonds. L'argument de la Commission européenne, c'est de dire... notre dépendance, finalement, vis-à-vis de la Russie, elle a quand même beaucoup diminué. Ça n'est plus que 9% de nos importations de gaz contre 40% au début de la guerre. Et donc, on peut prendre le risque de se passer de ce gaz russe. Tout dépend de votre pouvoir de négociation, en fait. Si vous allez toute seule chez un commerçant, vous trouvez qu'il y a un joli manteau à 150 € dans la vitrine, vous rentrez dans le magasin, vous dites « Bon, il est bien votre manteau, mais je vous le prends qu'à 100 €. » Le commerçant, il va vous rire au nez. Par contre, si vous arrivez avec une quinzaine de copines et que vous dites « Attendez, si vous nous le faites à 100 €, on vous en prend 15. » Vous voyez, là, c'est plus simple. Et donc, c'est un peu ça l'idée de Bruxelles, c'est dire si on groupe nos achats, peut-être que les gens qui nous vendent le gaz seront peut-être plus à même de nous faire une ristourne. Sauf que l'Allemagne, elle dit attendez, c'est pas sûr du tout. Et donc, le risque, c'est que Vladimir Poutine, il nous claque la porte au nez, qu'il refuse complètement de nous vendre du gaz. Et le gaz, il faudra bien le trouver ailleurs. Ne perdez jamais de vue dans cette affaire que l'Allemagne est toujours le pays qui dépend plus du gaz russe que les autres. Et donc, on est dans ce qu'on appelle, alors tiens, un mot un peu compliqué, c'est le contraire du monopole. C'est-à-dire qu'en gros, le monopole, vous savez, c'est vous avez un groupe de pays qui s'unit pour faire un seul vendeur face à plein d'acheteurs. Et ben là, on voudrait qu'il y ait un seul acheteur face à plein de vendeurs qui sont tous les pays vendeurs. Mais on en est où exactement, nous, là? Alors, au moment où l'on parle. Cette idée, elle est un peu pour le moment de côté. Et donc, les 27, se sont mis d'accord cette nuit sur des propositions de la Commission pour réduire la facture énergétique. Il y a un sujet crucial. Vous savez que, par exemple, le Portugal et l'Espagne ont monté un mécanisme qui bloque les prix du gaz. Et comme les prix de l'électricité sont fonction du prix du gaz, puisque le prix de l'électricité, il dépend de la dernière centrale au gaz que vous rallumez, et du coup, vous avez un impact aussi sur le prix de l'électricité. C'est un peu ce mécanisme-là que Emmanuel Macron voulait vendre. Et là, effectivement, l'Allemagne dit le problème dans ce mécanisme, c'est quand même que la différence entre le prix auquel il faut acheter le gaz sur le marché et le prix auquel on le bloque, c'est quand même l'État qui paye. Et là, les Allemands, pour eux, la facture serait extrêmement coûteuse. Donc sur ce point, les Allemands, ils n'ont pas dit oui, mais ils n'ont pas encore dit non. Donc il n'est pas impossible qu'on arrive quand même à se mettre d'accord sur une forme de mécanisme de plafonnement des prix du gaz. Pas tout de suite, mais vous savez, à Bruxelles, c'est toujours la même chose. C'est toujours à la dernière minute que ça se décide. Ça prend du temps. Emmanuel Macron dira peut-être un peu plus. Il s'exprimera à 13h30. Ce sera à suivre, évidemment, en direct sur BFM TV. Allez, c'est dans un peu plus de 3 quarts d'heure maintenant. Merci, Emmanuel. C'était votre programme avec le nouveau Skoda Enyaq Coupé i-Vie 100% électrique. La Grande-Bretagne qui aura bientôt un nouveau Premier ministre d'ici une semaine, d'ici le 28 octobre, très exactement. Il y aura un vote au sein du Parti conservateur entre 3 candidats maximum. Aucun candidat ne s'est dévoilé pour l'instant, mais il n'est pas impossible que Boris Johnson retente sa chance. La Grande-Bretagne s'enfonce en effet tous les jours un peu plus dans la crise. Pierre Barbin.
L'attaque terroriste sera ne font pas l'unanimité dans le parti. Ce matin, la démission de Liz Truss fait la une des journaux britanniques. En plus d'une crise politique, le pays traverse une forte crise économique. En un an, l'inflation a bondi de plus de 10%. Et puis il y a évidemment la guerre en Ukraine. Kherson sera-t-elle le théâtre d'une grande bataille? On est en mesure de s'interroger puisque les Russes pourraient tenter de repasser le fleuve pour éviter d'être encerclés. Kherson est la plus belle prise russe depuis le début de l'invasion. C'était le 24 février dernier. Par ailleurs, le président Zelensky accuse, lui, aujourd'hui les Russes d'avoir miné un barrage d'une centrale hydroélectrique située justement dans cette région de Kherson. maintenant. L'attaque terroriste russe. Et dans le journal de 13h, vous verrez le reportage des envoyés spéciaux de BFM TV du côté de Zaporijjia, à côté de Kherson. On commence et on continue à évacuer des civils. Médecins sans frontières a évacué en urgence plusieurs civils hier, de nombreux civils hier, à cause de ce risque de bataille qui pourrait être déclenché d'un jour à l'autre. Et puis le coup d'envoi du mondial de football au Qatar, c'est dans 30 jours maintenant. Le Qatar qui s'inquiète de voir ses stades vides. Le pays a invité des supporters, vous allez le voir, de tous les pays. Tout frais payé. Ces invitations passent par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des fan leaders, des organismes d'influenceurs. Enquête BFM TV de Sonia Carnero, Boris Karlamov. Dans plusieurs pays depuis 3 ans. De faire venir plus de ces fan leaders. Avec cette initiative, le Qatar espère inviter environ 50 supporters par nation pour le mondial. Regardez cette image en direct, elle est affichée à côté de vous. Le pupitre d'Emmanuel Macron, c'est à Bruxelles. Le chef de l'État va s'exprimer, semble-t-il, plutôt que pouvoir tenir. À 12h48, la météo. C'est la météo. Sandra, encore une vigilance sur 2 départements aujourd'hui. Eh oui, l'Ardèche, toujours depuis hier. Donc sur ce département, on attend jusqu'à 250 mm, donc en l'espace de 36 heures. Déjà de bons cumuls depuis hier matin. Localement, donc 120 mm observés à la Souche sur le département, 110 mm du côté de Barnas. Et ce n'est pas fini. Alors, il peut y avoir une petite accalmie dans le courant de l'après-midi, mais ça pourrait repartir ensuite. Et puis, ça va se décaler aussi, et c'est déjà en train de se décaler vers l'est, donc du côté du département de la Drôme, qui est aussi concerné par cette vigilance orange. Là aussi, on attend de bons cumuls, peut-être dans une intensité un petit peu moindre que ce qui s'est déjà passé et par rapport à ce qu'on attend sur le département de l'Ardèche. Mais bon, quand même, sous vigilance, donc sous surveillance, évidemment. Et puis ensuite, donc une petite réactivation de cette intensité dans le courant de la fin d'après-midi, de la soirée. Et ensuite, ça devrait s'atténuer dans le courant de la nuit pour se décaler plus à l'est en perdant en intensité. Ailleurs sur le pays, on est toujours dans ce flux de secteur sud. On a quelques nuages également sur les Pyrénées accompagnés de pluie. Un vent assez soutenu près des côtes de la Manche. C'est un peu encombré sur la Bretagne, le Cotentin. Et on a cette poche de temps beaucoup plus calme de la façade atlantique en remontant sur l'extrême nord. Regardez les températures, elles restent douces malgré ces précipitations. 25 à Marseille, 27 encore du côté de Toulouse et Perpignan pour cet après-midi. 21 à Paris. On est toujours bien au-dessus des normales. Et ça va durer. C'était la météo. Dans une poignée de minutes, Emmanuel Macron en direct sur BFM TV va nous faire un point complet sur les négociations au Conseil européen. Est-ce qu'on va arriver à... Il est bientôt 13h. Merci d'être avec nous sur BFM TV. D'abord, l'hommage public à Lola à 17h30 à Fouquereuil, le village d'origine de son père. Vous entendrez aussi le témoignage édifiant d'un des policiers qui faisait partie de l'équipe qui est intervenue quand les parents de Lola ont signalé sa disparition. La crise du carburant et les Français peuvent partir confiants en vacances, dit Elisabeth Borne. On va aller vérifier tout ça sur le terrain. Allez, soyez courageuse. Soyez imperturbable. Soyez comme tout le monde ou soyez comme personne. Pour chacun d'entre vous, nous déployons depuis 35 ans toute notre énergie et nos réseaux. SFR, soyez vous. Quand des fruits intenses,
et généreux. Rencontre un yaourt. En un instant à l'autre, les mots d'Emmanuel Macron qui doit s'exprimer en marge de ce Conseil européen de Bruxelles. Les 27 tentent depuis hier de trouver un accord sur l'énergie et ça n'avance pas très vite, ça. Et puis en Grande-Bretagne, la campagne pour succéder à Liz Truss commence aujourd'hui. Un nouveau chef de gouvernement sera désigné au plus tard dans une semaine. Pourquoi la Grande-Bretagne s'enfonce-t-elle un peu plus chaque jour dans la crise? On posera la question à notre envoyé spécial. D'abord, ce témoignage dans l'affaire Lola, celui d'un des policiers qui faisait partie de l'équipe qui est intervenue il y a une semaine quand les parents de Lola ont signalé sa disparition. Il est arrivé dans l'immeuble vers 20h avec une dizaine de collègues. Il raconte les premières heures de l'enquête juste avant l'arrestation de la meurtrière présumée. Maxime Brandstetter et Audrey Allos. Colombes, le matin suivant à 7h40. Et un hommage public à Lola est prévu cet après-midi à 17h30 à Fouquereuil, le village d'origine de son père. Benoît Ballet, est-ce que vous savez comment va se dérouler cet hommage tout à l'heure ? Alors je peux déjà vous dire que l'hommage va se dérouler dans ce bâtiment. Derrière moi, ce bâtiment, c'est le foyer communal du village de Fouquereuil. Et vous le voyez déjà, des barrières ont été installées. Ces barrières définissent un chemin qui va être emprunté par les personnes qui voudront participer à cette cérémonie. Et justement, ce public, les habitants du village, mais pas seulement, pourront donc se rendre devant l'entrée du hall. Et selon le temps qu'il fera, pleuvra-t-il ou pas, eh bien, ils pourront signer un registre de condoléances qui sera sur des tables mises à disposition par la mairie. Évidemment, dans ce village, beaucoup d'habitants nous ont fait part de leur forte émotion et de leur envie, presque une obligation de se rendre à cet hommage, comme ces parents que nous avons rencontrés tout à l'heure dans le village. Ils sont au micro de Julie Poncé. On va y aller, j'ai ma famille qui y va aussi, on va tous s'y rendre. Après c'est normal, rien que pour les parents, montrer qu'on est là et qu'on comprend les choses, même si ça reste compliqué. Positif très... de Lola auront lieu lundi, en début d'après-midi, à Lilière. Elle sera ensuite inhumée au cimetière de la commune aux côtés de ses grands-parents maternels. Par ailleurs, le portrait de la meurtrière présumée s'affine de jour en jour. Vous allez voir qu'il y a un contraste saisissant entre l'horreur de son crime et l'image qu'elle renvoyait sur les réseaux sociaux. Valentin Demey. Éventuellement amener à un changement de comportement. De là à dire que le passage à l'acte peut s'expliquer par cette perte-là, je trouve que c'est encore trop rapide pour le dire. Toutes les personnes qui sont traumatisées par un deuil ne passent pas à l'acte et il reste quand même un point important à déterminer, c'est l'atrocité quand même du meurtre qui a été commis sur Lola. Par la suspecte. Juste un mot justement à propos de ces atrocités, peut-être une question très simple. Comment peut-on basculer de rien à ça? Est-ce que ce serait possible qu'elle ait déjà fait du mal autour d'elle? Alors, elle a pu éventuellement déjà commettre des différents délits, éventuellement, où elle a pu avoir des comportements inadaptés. La bascule entre des petits délits, des comportements déviants, inadaptés, à l'atrocité, à l'acte de barbarie qu'elle a pu mettre en place, c'est savoir dans quel état d'esprit elle a été au moment où en fait elle a agi. Alors, dans ce qu'on a... Le psychologique n'a pas mis en évidence de péril psychique évident. Elle continuera néanmoins à être interrogée dans les prochains jours. Et Marjorie Sueur, qui est psychologue, criminologue, experte auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, était notre invitée tout à l'heure. C'est vrai que quand on regarde les photos de la suspecte, on a beaucoup de questions. On est interpellé notamment par son comportement en garde à vue. Quand on lui a montré les photos de l'horreur, ça ne lui a rien fait.
Alors, soit effectivement, elle est dans ce qu'on appelle un manque d'empathie, soit elle est dans un mode de défensif. Elle peut être comme si elle était dissociée, c'est-à-dire qu'on lui parle, on lui présente quelque chose qui ne la concerne pas, qui ne lui appartient pas tellement la réalité peut être atroce pour elle. Donc, elle réagit comme si ça ne la concernait pas. Après, aujourd'hui, il y a plusieurs hypothèses qui sont possibles. On peut imaginer plusieurs profils aussi au vu de... On la présente comme SDF, on la voit effectivement qui est plutôt bien apprêtée, qui est souriante. Donc ça va être au cours des auditions et au cours des différentes expertises qui vont être demandées que le profil va réellement s'affiner et comprendre comment elle peut passer d'un manque d'empathie certain à éventuellement une prise de conscience de ce qu'elle a pu faire. Mais comment peut-on détecter ce genre de profil et est-ce que c'est d'abord possible de les détecter ? Alors non, c'est un peu compliqué quand même puisqu'on voit qu'il y a deux façades. Après, c'est suivant les personnes qu'elle va fréquenter. C'est finalement comme s'il y avait deux facettes d'elle-même. Une facette qu'elle va présenter auprès de certaines personnes et une autre facette qu'elle va mettre en avant. Ce qui laisserait sous-entendre quand même, là, au vu des images qu'elle pouvait présenter, qu'elle pouvait faire véhiculer, quand même une faille narcissique. C'est une hypothèse. Maintenant, je m'en remets aux autres, à mes confrères, pour savoir effectivement de quoi ils relèvent exactement. Sur sa vie, par exemple, elle avait perdu son père il y a quelques années. Elle a perdu sa mère également, qui, semble-t-il, serait morte sous ses yeux. Est-ce que vous pensez que ça peut être un facteur déclencheur de ce qu'elle a fait ? Alors, suivant la relation qu'elle a avec ses parents, le décès du père est une chose parce que la mère est toujours présente et elle était présente pour ses filles. Donc, elle a continué à avoir un pilier de référence, un pilier de sécurité, un pilier de confiance. Là, le décès de sa mère, qui se passe sous ses yeux, entraîne non seulement la violence de la situation, la confrontation réelle à la mort qui, en général, peut entraîner un psychotraumatisme. Et après, il y a aussi le fait que, suivant la relation qu'elle a, elle perd aussi ses repères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si elle n'avait plus de racines sur lesquelles s'appuyer pour avancer. Donc ça peut éventuellement amener à un changement de comportement. De là à dire que le passage à l'acte peut s'expliquer par cette perte-là, je trouve que c'est encore trop rapide pour le dire. Toutes les personnes qui sont traumatisées par un deuil ne passent pas à l'acte et il reste quand même un point important à déterminer. C'est l'atrocité quand même du meurtre qui a été commis sur Lola. Par la suspecte. Juste un mot justement à propos de ces atrocités, peut-être une question très simple. Comment peut-on basculer de rien à ça ? Est-ce que ce serait possible qu'elle ait déjà fait du mal autour d'elle ? Alors, elle a pu éventuellement déjà commettre des différents délits, éventuellement, où elle a pu avoir des comportements inadaptés. La bascule entre des petits délits, des comportements déviants, inadaptés à l'atrocité, à l'acte de barbarie qu'elle a pu mettre en place, c'est savoir dans quel état d'esprit elle a été au moment où en fait elle a agi. Son état d'esprit, la motivation, d'où l'importance de comprendre le mobile. En fait, on a besoin, nous, de comprendre ce qui a pu l'amener à passer à cet acte-là pour comprendre l'incompréhensible et l'imaginable. Voilà donc pour ces explications. On va en venir à la grève et à la mobilisation. Vous voyez, c'est affiché en bas de votre écran. La CGT appelle à 2 nouvelles journées de grève et de manifestation. Ce sera jeudi prochain, le 27 octobre et le 10 novembre. Nous y reviendrons. En attendant, vous pouvez partir en vacances sans vous poser la question sur le plein de carburant, a priori, puisque c'est Elisabeth Borne qui le dit. Les chiffres le confirment, semble-t-il. 17% des stations connaissent encore des difficultés d'approvisionnement sur au moins un carburant. Un quart des stations restent en difficulté en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Une fois sur l'autoroute, vous verrez en tout cas plus de soucis. Reportage de Chloé Barbeau, Alexia Prunet, Margot Patron. Qui... De la direction. Enseigne aussi. La semaine prochaine. Sur les autoroutes Vinci qui desservent l'ouest, au moins 90% des stations-service sont en mesure de fournir du carburant. Et seuls 2 sites de Total Energy sont encore en grève aujourd'hui, celui de Gonfreville en Normandie et celui de Fézin. Vous vous trouvez, Angie Loata. Jusqu'à quand la grève va-t-elle durer, Angie ?
Écoutez, la grève en tout cas est toujours en cours puisque les salariés qui devaient prendre leur poste ce matin se sont bel et bien déclarés grévistes pour 8 d'entre eux sur 10 déclarés grévistes et puis finalement ont été réquisitionnés. C'est la raison pour laquelle effectivement il y a du carburant dans les stations. C'est ravitaillé en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne-Franche-Comté également de manière majoritaire, largement majoritaire désormais parce que l'on voit ces camions qui sortent heure après heure. Il y en a 200 qui sont sortis hier sur un total habituel de 250. Donc vous voyez effectivement que ça ne change pas grand-chose. Sauf que je vous le disais, les salariés sont toujours en grève. Leurs revendications sont plus locales que nationales désormais, avec notamment l'embauche de 4 salariés intérimaires et également de meilleures conditions de travail et de sécurité. Et puis nouveauté, ce matin, des élus de la CGT nous ont expliqué qu'ils dénonçaient désormais également un non-respect de la part de la direction de l'arrêté préfectoral, puisque théoriquement cet arrêté préfectoral prévoit que l'on sorte du carburant pour ravitailler les stations et seulement les stations. Et puis finalement, ils se sont rendus compte qu'on avait également sorti dans ces camions du gazole non routier, à savoir notamment pour les agriculteurs, ce qui n'était pas prévu théoriquement dans l'arrêté préfectoral. Voilà pour les nouveautés donc autour de cette grève qui devrait se poursuivre. On verra ça à partir de 14h avec une nouvelle rotation, de nouveaux salariés qui arrivent, qui théoriquement devraient encore se déclarer grévistes et probablement réquisitionnés également. Merci Angie avec Olivier Jouglard. Toujours à propos d'énergie, Bruno Le Maire tenait ce matin une réunion pour évoquer les aides aux entreprises accablées par le coût de l'énergie. Le standard de la Confédération des petites et moyennes entreprises est assailli d'appels de patrons qui ne savent pas comment payer leurs factures d'énergie. 150 000 sociétés sont menacées. Matteo Pasto, Alizé Boissin et Olivier Jouglard. À Bruxelles, les 27 de l'économie, Bruno Le Maire a annoncé que les critères du bouclier tarifaire changeraient début novembre pour venir en aide à un plus grand nombre d'entreprises. À Bruxelles, les 27 tentent depuis hier de trouver un accord sur l'énergie. Ils ont échangé toute la nuit. Mathieu Coache, on vous retrouve sur place. Alors, Mathieu, accord ou pas accord ? Alors, un peu des deux. Les 27 se sont mis d'accord sur le fait qu'ils devaient trouver un accord. C'est assez typique en fait des négociations à Bruxelles. Ne surtout pas montrer qu'il y a des divergences, et il y en a. Garder un front uni, au moins en façade, et laisser les diplomates travailler en coulisses pour parvenir à un consensus. Alors la bonne nouvelle, donc, c'est que ces négociations sur l'énergie extrêmement complexes, qui durent depuis des mois, vont continuer. Elles n'ont pas échoué la nuit dernière, et c'était un vrai risque. Il y a un point de blocage principal, c'est l'idée de plafonner le prix du gaz. L'Espagne et le Portugal le font déjà. La France est pour généraliser ce mécanisme. Elle est suivie d'une dizaine de pays, mais l'Allemagne est contre. Les Pays-Bas et le Danemark aussi. Ces pays, en fait, ne veulent pas d'intervention des États sur les marchés, sur le cours du gaz. Alors, le fait que cette idée n'ait pas été exclue de la feuille de route des 27 est plutôt une victoire de la France, victoire sur une position allemande qui, elle, est de plus en plus isolée ici au Conseil européen. Alors, à un moment, il faudra bien trancher sur des mécanismes. Ce ne sera pas aujourd'hui. Les discussions du jour concernent l'Ukraine, mais les 27 pourraient se retrouver dès le mois prochain pour un Conseil européen extraordinaire consacré à nouveau à cette crise de l'énergie. Merci Mathieu Coache. Et sachez par ailleurs qu'Emmanuel Macron a un peu de retard. Normalement, son intervention devrait avoir lieu aux alentours de 14h, à suivre évidemment sur BFM TV. En Grande-Bretagne, la campagne pour succéder à Liz Truss commence aujourd'hui. Le Royaume-Uni aura un nouveau chef de gouvernement au plus tard dans une semaine. Liz Truss a été emportée par une crise de confiance à cause de la tempête déclenchée par les annonces budgétaires de son gouvernement sur les marchés. Élise Phillips, vous êtes l'envoyée spéciale de BFM TV à Londres. La Grande-Bretagne s'enfonce un peu plus chaque jour dans la crise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? En fait, on parle même ici de plusieurs crises qui s'imbriquent et qui s'aggravent depuis maintenant quelques mois. Il y a tout d'abord, évidemment, cette situation politique que vous évoquiez à l'instant, puisqu'avec la démission de Liz Truss hier, le Royaume-Uni va connaître la semaine prochaine son 3e Premier ministre en moins de 4 mois. Liz Truss n'a tenu que 6 petites semaines qui ont été émaillées de polémiques, de départs au sein de ce gouvernement également, qui était donc devenu quasiment ingérable. Et puis, au-delà de cette instabilité politique, ce qui inquiète également les Britanniques, c'est la crise économique
économique ici au Royaume-Uni. L'inflation dépasse désormais les 10%. Les prix de l'électricité ont explosé depuis début octobre et une étude a même révélé cette semaine qu'un ménage sur 2 avait été contraint de sauter un repas au cours des derniers mois à cause des difficultés financières. Et en fait, cette inquiétude, on la ressent même ici à Londres, qui est pourtant la capitale, une ville riche. Hier soir, on était en reportage avec Julienne Roland et tous les Britanniques que nous avons rencontrés nous ont expliqué que leur quotidien devenait difficile car les prix, tout devient en fait extrêmement cher ici au Royaume-Uni. La question maintenant, c'est de savoir jusqu'où ira cette déroute. Beaucoup de Britanniques espèrent du changement avec le prochain Premier ministre. Mais sur cette question, rien n'est moins sûr puisque pour succéder à Liz Truss au 10 Downing Street la semaine prochaine, on évoque déjà le nom de Boris Johnson, alors qu'on le rappelle, ce même Boris Johnson a lui-même été contraint de démissionner en juillet dernier à cause de polémiques et de scandales. Voilà, donc d'ici le milieu de la semaine prochaine, on connaîtra le nom du nouveau chef du gouvernement en Grande-Bretagne. L'actualité, c'est aussi la guerre en Ukraine, évidemment. Kherson sera-t-elle le théâtre d'une grande bataille où les Russes tenteront-ils de repasser le fleuve pour éviter d'être encerclés? Kherson est la plus belle prise russe depuis le début de l'invasion du 24 février. Et à Zaporijjia, non loin de la centrale d'ailleurs, pas très loin de Kherson, Médecins sans frontières a déjà organisé une évacuation d'urgence de civils, des personnes alitées ou des personnes âgées. Vous voyez, reportage des envoyés spéciaux de BFM TV, Anne Lorbance, Clément Grodenier et Hugo Dorsemène qui se sont... Le départ et pour sauver leur vie. Ce wagon, une jour, faire le voyage retour. Voilà pour ce reportage de nos envoyés spéciaux. Il est 13h19. Est-ce que vous avez l'intention de partir en vacances pour la Toussaint? Ça commence aujourd'hui. Et peut-être avez-vous l'intention de prendre votre voiture. Alors la Première ministre dit que les Français peuvent partir confiants en vacances. On va vérifier ça avec nos équipes sur le terrain. À tout de suite. Il y a encore 2 départements en vigilance. Sandra. Oui, toujours la Drôme, toujours l'Ardèche, en effet. Les pluies conséquentes depuis hier matin. On attend surtout l'épisode sur le département de l'Ardèche, jusqu'à 250 mm de précipitations. C'est beaucoup plus en 36 heures que ce qui ne tombe en l'espace d'un mois d'octobre complet. On a aussi la Drôme qui est placée en vigilance orange car les précipitations se décalent. Alors on attend là aussi de bons cumuls puisque le département est placé en vigilance orange, mais peut-être un cran en dessous quand même de ce qu'on attend sur la Drôme. On le voit, la France est quand même très ennuagée sous ces précipitations qui persistent alors qu'ils vont quand même avoir tendance à se décaler vers l'est. On pourrait apercevoir une petite accalmie sur ces 2 départements dans le courant de la journée, mais ça se réactivera ensuite dans le courant de la soirée et dans la nuit. Et puis ensuite, en fin de nuit, tout cela se décalera vers l'est plus franchement en perdant de l'intensité. Ça va concerner aussi, on le voit ici, les Alpes, les Hautes-Alpes également et des précipitations d'une manière générale aussi près des côtes de la Manche. On a quelques averses ici ou là sur les Pyrénées. Un temps assez instable du vent près des côtes de la Manche. On a quand même une poche de temps un petit peu plus calme là, qui s'étend de la façade atlantique qui remonte sur l'Île-de-France. Un temps qui devrait être plus lumineux au fil des heures jusque sur les Hauts-de-France. Et les températures restent douces. Elles vont le rester encore, les températures très douces, supérieures au normal toujours largement avec 27 degrés encore cet après-midi du côté de Perpignan, de Toulouse, 25 à Marseille, 21 à Paris, tout comme à Lille et tout comme sur la région lyonnaise. Et puis le week-end restera doux. La semaine prochaine, beaucoup plus ensoleillé. Le week-end encore un petit peu chaotique, mais très doux. Et la semaine prochaine, ensoleillé et toujours de la douceur au programme pour les vacances. Merci Sandra, merci. Midi et demi, 13h30. Merci d'être avec nous sur BFM TV. La crise du carburant et les Français qui peuvent partir sereinement, confiants. A dit Elisabeth Borne, vraiment, on va aller vérifier ça avec nos équipes sur le terrain. L'hommage public à Lola à 17h30 à Fouquereuil, le village d'origine de son père. Vous entendrez le témoignage édifiant d'un des policiers qui faisait partie de l'équipe qui est intervenue quand les parents de Lola ont signalé sa disparition. Maxime Brandstetter l'a interviewé. Il est avec nous sur ce plateau. À Bruxelles, les 27 tentent depuis hier de trouver un accord sur l'énergie. Ils ont échangé toute la nuit. Emmanuel Macron doit s'exprimer. Alors maintenant, c'est à partir de 14h et vous pourrez le suivre en direct sur BFM TV. Mais d'abord, vous pouvez, semble-t-il, partir en vacances sans vous poser la question du plein de carburant. Elisabeth Borne était plutôt rassurante. Les chiffres le confirment. Près de 17% des stations connaissent encore des difficultés d'approvisionnement sur au moins un carburant. Un quart
Toutefois, des stations restent en difficulté en Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Et chez vous, Alexis Puyette, vous êtes du côté de Marseille, dans une station d'autoroute. Comment ça se passe ? Écoutez, ça se passe plutôt bien. Déjà, il y a de l'essence, vous pouvez le voir. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Et ici, donc, cette station La Pomme, bien connue des Marseillais. On est sur l'autoroute, mais encore dans Marseille. Et cette station, elle était littéralement prise d'assaut la semaine dernière. Et lundi, il y avait 300 mètres de queue, plus de 2 heures d'attente. Et vous voyez aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Il y a une petite dizaine de voitures qui patientent. Des automobilistes qui nous disaient tout à l'heure 30-40 minutes d'attente. Mais ça, c'était à 11 heures. Là, c'est encore moins. Donc, des automobilistes soulagés qu'on a rencontré tout à l'heure avec Mickaël Flores. Je propose de les écouter. La semaine dernière, j'ai attendu 8 heures. On espère que ça va s'arranger. Que... C'est un peu plus compliqué. Certaines stations dans les grandes surfaces sont fermées. Les stations Total sont approvisionnées, mais là aussi un peu de monde. En tout cas, les automobilistes attendent avec impatience un retour complet à la normale la semaine prochaine. Merci beaucoup Alexis Puyette. Regardez le prix affiché, 1,40 €. Ça reste encore bas pour le prix du carburant. Il n'y a pas d'abus de votre côté. Du côté de Marseille, vous étiez avec Mickaël Flores. Et vous vous demandez peut-être aussi combien vont vous coûter les vacances de la Toussaint. Tous les prix s'envolent. Carburant, billets de train et maintenant l'hébergement. Pourtant, les plateformes de réservation en ligne comme Abritel ou Airbnb cartonnent. Omeya Gessoum, Gaëtan Mélin, Alfred Orange, Margot Boult et Edgar Becquet. Reportage. Policiers qui... Et puis il y a l'affaire Lola, évidemment, avec le témoignage de l'un des policiers qui faisait partie de l'équipe qui est intervenu il y a une semaine quand les parents de Lola ont signalé sa disparition. Maxime Brandstetter, vous avez pu rencontrer ce policier avec Audrey Allos. Il raconte, et il vous a raconté les premières heures de l'enquête. Que vous a-t-il dit ? Il nous raconte le tout début quand à 20 h, la famille de Lola signale sa disparition. Lui, il fait partie des policiers immédiatement appelés qui se rend sur place. Il commence par discuter avec le père qui lui montre la vidéosurveillance où on voit Lola rentrer dans l'immeuble mais on ne la voit pas sortir. Il se dit déjà qu'il y a quelque chose qui cloche. Ils font le tour des voisins, ils frappent et personne n'a vu Lola. Là, il se dit il y a un vrai problème, la situation est urgente. C'est ce qu'il nous raconte. Il y a une tension qui est énorme et on le sent bien. Ça peut ne pas durer. Alors c'est vrai que la tension est très forte à ce moment-là. On l'entend dans les mots du fonctionnaire parce qu'on parle d'une petite fille, tout simplement. Et que cette tension, elle est montée au fur et à mesure de l'enquête et des indices ? Eh bien oui, parce que vous savez, des appels pour des enfants disparus, il y en a quand même pas mal en France, entre des fugues ou quelqu'un qui a perdu son enfant. Donc au début, ils ne sont pas forcément inquiets. Quand ils voient qu'elle est rentrée dans l'immeuble mais pas ressortie, ils sont un peu plus inquiets. En fouillant l'immeuble, ils trouvent un cutter et du scotch. L'inquiétude monte un peu et puis il y a ce témoin qui dit qu'il a croisé une femme, une suspecte avec une malle qui dit qu'elle fait du trafic d'organes. Là, ils sont vraiment très inquiets. Ils se mettent à la recherche sur la piste de cette femme et ils sont en Ile-de-France en train de la traquer lorsqu'ils entendent un appel fatidique à la radio qu'il nous a raconté aussi. On va recevoir un nouvel appel un peu plus tard. Et un corps de fillette. Alors évidemment, découverte épouvantable, mais l'enquête n'est pas terminée à ce moment-là parce que la suspecte court toujours. Oui, imaginez l'horreur de ce qu'ils viennent de voir et pourtant il faut quand même se mobiliser, il faut faire un périmètre autour du corps pour que la police scientifique puisse faire son travail et continuer à traquer la suspecte et c'est grâce notamment à leurs informations qu'on va la localiser, l'interpeller le lendemain matin à 7h40 à Bois-Colombes. Alors tout ça, il faut imaginer l'état émotionnel dans lequel ils se trouvent parce que nous, la fin de l'histoire, on la connaît déjà. Eux, pendant 4 heures, ils ne savaient pas. Pendant 4 heures, ils ont espéré retrouver Lola vivante. Ils se sont battus pour la retrouver. Et donc, cette annonce, cette mort de la petite fille, ça a été un véritable choc pour lui. Écoutez-le. C'est un choc quand on comprend. Et donc, il y a une cellule psychologique qui a été mise en place pour écouter les policiers qui ont assisté à ça. Et son état d'esprit aujourd'hui, c'est celui qu'il énonce dans sa dernière phrase. Il dit voilà, on ne peut pas s'effondrer encore parce qu'il va continuer son travail et surmonter cet échec. Merci beaucoup, Maxime, pour ce témoignage et son décryptage et le temps du recueillement. Aujourd'hui, ce sera cet hommage public à Lola qui est prévu cet après-midi à 17h30 à Fouquereuil, le village d'origine de son père. Ces obsèques auront lieu lundi en début d'après-midi à Lillers. Benoît Ballet, Julie Poncet. Dans ce village de 1000 peuvent être un peu cruels aussi.
Vraiment. Qui en fait plusieurs centaines, c'est un choix qui a été fait par le maire de Foucreuil pour éviter tout rassemblement, toute prise de parole et donc toute forme de récupération politique. À Bruxelles, les 27 tentent toujours de trouver un accord sur l'énergie. Ils ont échangé toute la nuit et rien de probant au final. Ils en sont quasiment au même point qu'après le sommet informel de Prague. C'était au début du mois. Un mandat a été redonné à la Commission européenne pour avancer concrètement sur des objectifs. Emmanuel Macron doit prendre la parole. C'est à suivre évidemment en direct sur BFM TV aux alentours, je dis bien, de 14h. L'économie. On va faire simple, Guillaume. Une question très simple. On a dit que la France et l'Allemagne n'étaient pas d'accord sur le plafonnement des prix du gaz. Oui. C'est l'Allemagne qui ne veut pas de plafonnement des prix du gaz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors pourquoi ça quoi? Déjà en 2 mots, c'était quoi l'idée de base? C'est une idée soutenue par beaucoup de pays, dont la France, qui dit puisque les prix du gaz sont devenus absolument inabordables, on décide que tous les pays en dehors de l'Union européenne auxquels on achète du gaz, donc la Chine, la Norvège, le Qatar, les Américains, on n'achètera pas au-dessus d'un certain prix. Le mégawattheure, c'est une unité de mesure. Au-dessus, on n'achète pas. Point barre. Voilà, comme ça. Sauf que les Allemands disent, les Allemands qui ont encore plus besoin de gaz que d'autres pays européens disent, mais attendez, vous croyez quoi? Si vous faites ça, les pays auxquels on achète, ils vont nous dire, écoutez, c'est bien simple, puisque vous ne voulez pas acheter au prix du marché, vous voulez acheter en dessous, on va aller le vendre à d'autres pays dans le monde. Il y a de la demande, tout le monde cherche du gaz à l'heure actuelle. Donc les Allemands qui disent, nous, on a besoin de beaucoup de gaz, on ne va pas prendre le risque que le gaz parte ailleurs. On ne sait déjà pas comment on va passer l'hiver, donc on n'a pas envie de prendre ce risque en plus, finalement, pour l'hiver prochain. D'autant que, si je ne me trompe pas, les Européens continue d'acheter du gaz à la Russie. Oui, mais tout est bon à prendre pour les Allemands, ils ont besoin de gaz. Donc oui, on n'en est pas fiers, mais on continue d'acheter du gaz de la Russie. Et puis, l'autre raison pour laquelle les Allemands disent non, c'est parce que comment ça se passerait concrètement si on plafonnait les prix du gaz? Imaginez, vous avez un prix du mégawattheure à 150 €. Et les Européens disent, mettons, on n'achètera pas à plus de 100. Ce qui se passerait en fait, c'est que dans chaque pays, les groupes énergétiques, ils continueraient à acheter au prix du marché, 150, et c'est leur gouvernement qui leur donnerait la différence, les 50 € en l'occasion. Et donc les Allemands qui produisent encore plus d'électricité à partir de gaz, ça leur ferait une facture beaucoup plus démesurée que les autres. C'est-à-dire que les Allemands ils disent aux Français, vous avez le nucléaire, ça va, pour vous la facture ne sera pas très élevée. Mais nous qui avons besoin de beaucoup de gaz pour créer l'électricité, ça nous ferait une facture astronomique. C'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas chauds finalement, les Allemands. Alors finalement, cette nuit, si on résume bien, ils ont accepté Alors ils ont accepté de quoi? De continuer à discuter. Oui, non, mais on dit ça pour sauver la face, parce qu'en fait, ils ne veulent pas céder là-dessus, puis les Européens ne veulent pas montrer qu'il y a un constat d'échec entre les pays. Le problème, c'est que les Allemands disent ça pour ménager un peu tout le monde. Parce que vous savez, la semaine dernière, ils ont annoncé un gros plan à 200 milliards d'euros pour lutter contre l'inflation chez eux. Et qu'il y a beaucoup de pays européens qui l'ont au travers de la gorge, qui disent, dis donc, la solidarité européenne, merci bien. Donc les Allemands font un peu profil bas. Donc on noie un peu le poisson en disant qu'on va continuer à discuter. Mais ça, les Allemands n'en veulent pas. Attention, cela dit, parce que ce dossier est en train de vraiment fracturer la solidarité entre les Européens, alors qu'on aurait vraiment besoin d'être très, très solidaire à l'heure actuelle sur ce sujet du gaz en Europe, évidemment. Que va dire Emmanuel Macron? On verra ça tout à l'heure, d'ici 14h. Et c'est à suivre en direct sur BFM TV. C'était votre programme avec le nouveau Skoda Enyaq Coupé i-Vie, 100% électrique. Et puis il y a la Grande-Bretagne qui aura un nouveau Premier ministre d'ici une semaine, d'ici le 28 octobre. A priori, il y aura un vote au sein du Parti conservateur entre 3 candidats maximum. Aucun candidat ne s'est dévoilé pour l'instant, mais il n'est pas impossible que Boris Johnson tente sa chance. La Grande-Bretagne qui s'enfonce de jour en jour dans la crise. Et voilà pourquoi. Pierre Barbin. Ancien ministre des Finances, plusieurs noms circulent déjà, notamment celui de Ruud. Candidat. Franchement, je voudrais qu'on aille plus loin avec... D'une crise politique, le pays traverse une forte crise économique. En un an, l'inflation a bondi de plus de 10%. Franchement, je voudrais qu'on aille plus loin avec vous, Ashley Chevalier. Est-ce que c'est vraiment Boris Johnson pourrait revenir?
Il n'est pas en tête chez les bookmakers. Hein. Pour le moment, c'est Rishi Sunak, l'ex-ministre des Finances, qui survole les paris. Et pourtant, il est où, Rishi Sunak, ce matin dans la presse britannique? Regardez, nulle part, hein, ou quasiment. Les journaux ne parlent que de Boris Johnson. Il est en une du Sun, du Daily Mail, du Daily Express, qui s'interroge. Il oserait quand même pas revenir. Eh bien si, nous dit le Times ce matin, il se prépare à entrer dans la course, dit le quotidien conservateur. Du coup, depuis hier, tous les yeux sont rivés sur la République dominicaine, parce que c'est là-bas que Boris Johnson est en vacances, en famille, en ce moment, et les observateurs se disent, s'il revient prématurément, c'est qu'il va entrer dans la course. A priori, son père y croit, et évidemment, il croit aux chances de son fils. Écoutez. Je ne sais pas s'il va se lancer dans la course. Je vais dire, OK, Boris. Pour la pause. Je pense qu'il est très qualifié, dit son père. Encore faut-il qu'il soit désigné par les membres du parti. Pour entrer dans la course, les candidats doivent obtenir le soutien de 100 députés conservateurs. La liste des candidats sera connue lundi. Et vous pensez qu'il peut les obtenir, les 100 soutiens nécessaires? On va faire un petit peu de mathématiques. Il y a actuellement 357 députés conservateurs à la Chambre. 148 ont voté une motion de défiance contre Boris Johnson en juillet dernier. Je vous rappelle qu'il avait été obligé de démissionner à cause d'une révolte massive de ses ministres et d'une partie des députés conservateurs. Donc on peut penser logiquement que ces gens-là ne vont pas lui accorder leur confiance aujourd'hui. Ça veut dire qu'il reste quand même 209 députés qui pourraient lui accorder leur confiance. Certains ont déjà fait savoir qu'ils le feraient. Par ailleurs, l'ancien Premier ministre reste très populaire chez les militants de la base, ceux qui départageront les finalistes la semaine prochaine. Ils le soutiennent, même s'il est toujours sous le coup d'une enquête dans le cadre du Partygate et qu'il a une réputation épouvantable auprès des électeurs britanniques. Conclusion, il y a du boulot pour Boris Johnson, mais il a toujours cru en ses chances. Souvenez-vous de ce qu'il disait lors de son tout dernier discours à la Chambre des communes, c'était en juillet dernier. Hasta la vista. À bientôt. Ouais, c'est ça, à bientôt. Là, figurez-vous que l'influent ministre de la Défense, à l'instant, penche pour Boris Johnson. Voilà, il vient en tout cas de Ben Wallace de se signaler comme soutien de Boris Johnson. Merci beaucoup, Ashley. La guerre en Ukraine, à présent, et Kherson, sera-t-elle le théâtre d'une grande bataille où les Russes tenteront-ils de repasser le fleuve pour éviter d'être encerclés? Kherson est la plus belle prise russe depuis le début de l'invasion. C'était le 24 février. À Zaporijjia, non loin de la centrale également, Médecins sans frontières a organisé une évacuation d'urgence de civils, de personnes alitées ou âgées d'autres villes. Sont-elles en train d'évacuer les civils? Le président Zelensky accuse les Russes d'avoir miné un barrage d'une centrale hydroélectrique située dans la région de Kherson. Les agrégats par des rapidement pour empêcher une nouvelle attaque terroriste russe. Il est 13h48, le coup d'envoi du mondial de foot au Qatar, c'est dans 30 jours. Le Qatar qui s'inquiète de voir ses stades vides. Eh bien, le pays a trouvé la solution en invitant des supporters de tous les pays, tout frais payés. Et ces invitations passent par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les fan leaders, des organismes d'influenceurs. Enquête BFM TV de Sonia Carnero, Boris Karlamov, Camille Martin avec Edgar Becquet. Supporters de tous les pays, tout frais payés. Et ces invitations passent par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les fan leaders, des organismes d'influenceurs. Enquête BFM TV de Sonia Carnero, Boris Karlamov, Camille Martin avec Edgar Becquet. C'est un des millions de personnes leader qui regroupe des accéléré par nation pour le mondial. Il va faire encore très doux aujourd'hui et demain. Sandra, encore une vigilance sur 2 départements aujourd'hui. Eh oui, l'Ardèche, toujours depuis hier. Donc sur ce département, on attend jusqu'à 250 mm, donc en l'espace de 36 heures. Déjà de bons cumuls depuis hier matin. Localement, donc 120 mm observés à la Souche sur le département, 110 mm du côté de Barnas. Et ce n'est pas fini. Alors, il peut y avoir une petite accalmie dans le courant de l'après-midi, mais ça pourrait repartir ensuite. Et puis, ça va se décaler aussi, et c'est déjà en train de se décaler vers l'est, donc du côté du département de la Drôme, qui est aussi concerné par cette vigilance orange. Là aussi, on attend de bons cumuls, peut-être dans une intensité un petit peu moindre que ce qui s'est
déjà passé et par rapport à ce qu'on attend sur le département de l'Ardèche. Mais bon, quand même, sous vigilance, donc sous surveillance, évidemment. Et puis ensuite, donc une petite réactivation de cette intensité dans le courant de la fin d'après-midi, de la soirée. Et ensuite, ça devrait s'atténuer dans le courant de la nuit pour se décaler plus à l'est en perdant en intensité. Ailleurs sur le pays, on est toujours dans ce flux de secteur sud. On a quelques nuages également sur les Pyrénées accompagnés de pluie. Un vent assez soutenu près des côtes de la Manche. C'est un peu encombré sur la Bretagne, le Cotentin. Et on a cette poche de temps beaucoup plus calme de la façade atlantique en remontant sur l'extrême nord. Regardez les températures, elles restent douces malgré ces précipitations. 25 à Marseille, 27 encore du côté de Toulouse et Perpignan pour cet après-midi. 21 à Paris. On est toujours bien au-dessus des normales. Et ça va durer. Et 13h52, dans un instant, Emmanuel Macron sur BFM TV. Après ce Conseil européen, va-t-on trouver un accord sur le plafonnement des prix d'énergie? Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi.